En art et en artisanat, on ne vend pas le temps sur lequel on a passé sur la création, on vend la valeur de la création. Ça n'a rien à voir. Et moi, j'avais fait la bêtise de dire sur Insta, voilà, t-shirt, collection voyage. Ouais, c'est tout quoi. Acheter. Ouais, voilà, ok. Il y a une grande marque de produits laitiers française qui est venue le voir et disait bah voilà, nous on aimerait bien revoir le packaging de nos yaourts. Bah ça monte entre 30 000 et 50 000 euros. Aujourd'hui, je suis avec Aurore Bay, créatrice de contenu et illustratrice freelance qui va venir nous partager tous ses retours d'expérience puisqu'elle a testé, tu vas voir pas mal de choses. Si tu ne me connais pas, je suis Marion Guittier, artisane, formatrice et créatrice de l'école en ligne l'Artisane Academy qui accompagne toutes les créatrices de produits faits main à faire de leur passion créative une vraie entreprise rentable. Tu hésites et tu te demandes s'il vaut mieux que tu vendes des produits fabriqués à la main, des produits numériques, digitaux ou même encore vendre des services. Tu sauras à la fin de cette vidéo ce qui t'attire le plus et ce qui te correspond aussi le plus. Salut Aurore! Salut Marion! Merci d'être venue dans mon atelier. Bah, avec grand plaisir! Et est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais comme ça les gens qui ne te connaissent pas vont pouvoir découvrir un petit peu ton univers. Bah moi c'est Aurore Bay sur les réseaux. Je suis graphiste de formation, mais maintenant full illustration, je fais plus du tout de graphisme, et créatrice de contenu aussi à côté. J'ai ma chaîne YouTube et mon compte Instagram depuis maintenant quelques années. J'ai commencé l'illustration freelance en 2020 justement parce que je faisais que du graphisme avant ça, toujours avec un petit peu d'illu à l'intérieur, okay. Mais je pense que le jour où j'ai acheté un iPad, ça a été un peu la révolution dans mon activité professionnelle. Je me suis remise à dessiner énormément, ce qui m'a permis de venir au fur et à mesure full dans l'illustration et la création de contenu parce que quand j'ai commencé à dessiner un petit peu tous les jours pour m'entraîner avec mon iPad, j'ai commencé à tout publier sur les réseaux sociaux, à côté à faire quelques vidéos sur YouTube et au fur et à mesure du temps, ça m'a construit une audience autour de mon art et autour d'autres choses que je pouvais faire à côté. Et aujourd'hui, j'ai deux métiers. Je suis illustratrice et créatrice de contenu. Je considère vraiment que j'ai deux activités. Ok. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi la différence entre le graphisme et l'illustration? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des artisans, qui savent pas forcément en fait c'est quoi la différence entre les deux. C'est vraiment deux métiers différents qui sont très complémentaires. On peut faire les deux, exercer en disant que je suis graphiste, illustrateur, il n'y a aucun problème. Mais un graphiste ne sait pas forcément dessiner. Généralement, en école de graphisme, on nous apprend au moins à faire des croquis, à exprimer une idée de logo, une idée d'identité, avec des traits de crayon à la main. Okay. Mais faire une illustration avec son propre style, une patte, quelque chose où vraiment on crée une image de zéro, tous les graphistes ne savent pas faire ça. D'ailleurs, il n'y a pas de cours d'illustration dans toutes les écoles de graphisme. Okay. Vice versa. Encore en illustrateur, on n'est pas forcément graphiste. Ouais. Il y a beaucoup d'illustrateurs. En école d'illustration, on t'apprend à faire des images. On t'apprend pas à faire des logos, on t'apprend pas à faire des mises en page, on t'apprend pas à faire des sites web. Et du coup, il y a beaucoup d'illustrateurs qui sont incapables de faire une identité visuelle en graphisme. Et du coup, pour moi, c'est vraiment deux métiers différents, mais qui vont très bien ensemble quand on peut exercer les deux. Tu nous as dit que tu fais des prestations freelance, donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire faire une prestation freelance en illustration? C'est très simple, on m'appelle parce qu'on a besoin d'une illustration, donc d'une image, généralement c'est dans mon style. Après, il y a quand même des nuances là-dessus. Au début de mon activité, j'étais plutôt graphiste et du coup, on m'appelait pour de l'exé en fait. On voulait que je fasse une identité graphique. Bon, moi, je le faisais selon le désir du client, ce qu'il voulait, ses inspirations, créer un mood board ensemble. Et du coup, j'ai fait la même chose au début en illustration. J'étais illustratrice exécutante. En fait, on m'appelait parce que je savais dessiner. Mais ce que je faisais au début, c'est de demander dès le début au client donnez-moi des références d'illustrations que vous connaissez bien et votre identité graphique. Et moi, je fais un jeu entre les deux pour essayer de faire des illustrations qui vous aillent à vous. Mais ils ne venaient pas me voir parce que j'avais un nom et parce que j'avais un certain style d'illustration. Et ça, je l'ai développé par la suite. Et je pense que si vous suivez quelques illustrateurs sur les réseaux sociaux, c'est comme ça que vous les connaissez. Un nom d'illustrateur est associé à un certain style. On vous appelle parce qu'on a besoin de ce style en particulier. Et je pense que c'est à peu près la même chose chez les artisans. On ne vous appelle pas parce que vous savez créer des bijoux, mais on vient vous voir parce que vous savez créer un bijou ou de la céramique ou une peluche ou quoi que ce soit dans votre univers avec votre patte, votre style graphique. C'est la même chose en illustration. Donc aujourd'hui, quand on m'appelle, c'est parce qu'on veut une illustration dans le style de Aurore Bay. Mon univers illustratif, il correspond à un certain type de client, un certain type de projet. Et du coup, j'essaye d'aller viser, moi, les bons clients qui sont mes clients idéaux, tout simplement, qui vont dans le style illustration aussi que moi j'ai. Et après, on me fait faire un projet, donc c'est-à-dire on me donne un brief.
en me disant, bah voilà, on a besoin d'illustration parce que, je dis une bêtise, par exemple, dans de l'éditorial, ce serait, on a un article qui va sortir sur, je sais pas, là, je vois un jus d'ananas sur les plantations d'ananas au Costa Rica et on a envie de parler d'un certain sujet et du coup, on voudrait une illustration au lieu de prendre une photo sur un site de stock, on veut un truc un peu plus sympa. Et du coup, on va me payer pour que je puisse faire une illustration qui illustre l'article en question, le sujet, pour c'est leur ça. support, en fonction du Exactement. support, etc. La différence entre prendre une illustration ou prendre une photographie, c'est que l'illustration, c'est quand même un petit peu... L'identité, la personnalité est quand même un peu plus forte que dans une illustration qu'on aurait pris sur un site de stock. Oui, que dans quelque chose de lambda, en tout cas qui existe et qui est réutilisé par plein de personnes, Exactement. plein de marques. Quoi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magazines, de marques, d'entreprises qui essayent d'avoir plus de personnalité dans leur communication, de faire des choses pour elles, dans leur identité, plutôt que de prendre quelque chose de très lambda. Et bon, il y a des photographes qui ont leurs pattes, leur style, bien sûr, mais c'est d'autant plus vrai chez les illustrateurs, où là, vraiment, en fonction d'une personne à l'autre, ça n'a rien à voir au niveau de l'univers. Et c'est cool qu'il y ait de plus en plus de marques qui s'en rendent compte et qui essayent justement de faire appel de plus en plus à des artistes / illustrateurs. Et du coup, donc, quand tu dis banque de stock, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire des banques d'images libres de droit ou donc j'imagine... Pas forcément libres de droit. Oui, non, que tu peux acheter les droits d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, c'est des personnes comme toi qui pourraient faire par exemple une photo pour les photographes et une illustration dans ton cas, en se disant je revends l'illustration à la plateforme et qui, elle, va la revendre un nombre de fois. Exactement. En revendant les droits en fait d'utilisation, quoi. C'est ça. Ouais. Je pense que la plus connue, c'est Shutterstock. Je pense que tout le monde est déjà tombé sur une image sur Google Images avec les petits filigranes Shutterstock, 1, 2, 3 RF ou je ne sais quoi. Je pense que ça, tout le monde est tombé là-dessus au moins une fois dans sa vie. Et effectivement, j'ai testé, j'ai déjà mis quelques images. Moi, je mettais sur la banque d'images de stock de Adobe. Et j'avais testé de mettre quelques illustrations. Donc, comme ça a l'air pas mal, ça a l'air rentable. En tout cas, à une époque, il y avait tout un business model effectivement à sortir là-dessus. J'avais commencé un peu à tâter le terrain en me disant, si je fais une image aujourd'hui, je la mets sur le stock et elle se vend 10 fois, tu vois, c'est toujours intéressant. Et en vrai, si j'arrive à faire une illustration par jour pendant 1 an, et je fais ça pendant 3 ans, au bout d'un moment, tu te retrouves avec des milliers d'images. Et il y en a qui vont marcher mieux que d'autres, mais il y avait un potentiel de vente qui était quand même très intéressant. Et pourquoi alors ça n'a pas été concluant Parce qu'il faut faire beaucoup d'images. Justement, c'est de la masse parce que, en fait, tu touches des royalties sur chaque image. À contrario d'une prestation freelance où tu es payé pour la création et on ne peut pas te payer 5 €. Hein. On va vraiment te payer un prix pour ta prestation parce que c'est du personnalisé et on a besoin de toi pendant un certain nombre de temps. Là, sur une plateforme de stock, c'est toi qui as fait l'image, donc ton temps, entre guillemets, de création n'est pas payé. On te paye juste en royalties d'utilisation. Et sur une plateforme de stock, les royalties, ils ne sont pas très hauts. Énorme, Ils sont vraiment très, très bas. Si c'est un particulier qui utilise ton image, ça va être peut-être des centimes au niveau des royalties que tu vas toucher. Il faut que ce soit des grosses marques ou des utilisations commerciales énormes pour que là, ça commence à devenir intéressant. Donc, par exemple, créer des produits, même à la base, avec l'illustration, j'imagine que ça, c'est des royalties qui sont importants. Où la personne, par exemple, je sais pas, hein, tu pourrais acheter une illustration dans une banque de stock et te dire je fais floquer des tasses en céramique, par exemple, avec une image. Là, vu que tu revends un produit, j'imagine que c'est pas les mêmes droits. Ouais, Donc là, effectivement, si la personne est honnête, elle va dire, quand elle va acheter l'image, elle va dire pourquoi c'est. Exactement. Et du coup, elle paye en fonction. Donc la personne est honnête. Donc bon, là, c'est du parti. Si c'est un particulier qui veut commencer à floquer des trucs, il va jamais être. Je compte pas trop sur le fait qu'il soit honnête, voilà. Par contre, si demain un magazine ou TF1, tu vois, qui mettent du b-roll énormément dans leur reportage sur le JT, sur TF1. Qu'est-ce que tu appelles b-roll, juste pour ceux qui ne savent pas? Oui, le b-roll, c'est des images d'illustration. Vous voyez quand vous voyez la Tour Eiffel ou le soir le périph' qui commence à s'illuminer avec le soleil qui se couche, ou alors un monument avec le soleil à un certain moment de la journée, en été, ou que les gens qui font trop chaud, qui sont aux Tuileries, ça c'est que des images d'illustration, qui sont des images de stock. Et du coup, qui sont sur des plateformes. Et comme c'est TF1 qui achète ces images et que c'est une entreprise, ils achètent avec les royalties pro. Et là, ça peut commencer à être intéressant pour le créateur. Par contre, quand c'est un individuel, c'est pas forcément très intéressant comme royalties. Il faut faire de la masse. Pour moi, c'est un business model où il faut en faire beaucoup. Et il faut jouer avec les mots-clés de la plateforme. Qu'est-ce qui se vend? Qu'est-ce qui est le plus demandé? La temporalité, saisonnalité, enfin vraiment, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et en fait, on devient juste une machine à produire beaucoup d'images pour la plateforme, pour alimenter la plateforme. Et
et c'est un peu compliqué. Ok. Donc j'avais commencé à regarder, j'avais essayé, il y en avait qui se vendaient mieux que d'autres. J'avais fait une image, par exemple, pour la journée des femmes. Ouais. Début mars, je crois que c'est 8 mars, quelque chose comme ça. Et du coup, cette image-là, elle se vend tous les ans, le 7 mars. Ah oui. Il y en a T'as une journée dans l'année où tu la vends. Exactement, elle se vend Ok. tous les ans, entre le 7 et le 8 mars, au moins 3-4 fois. Ok. Donc je touche les royalties sur cette image une fois par an. Et Oui, bon, t'as laissé quand même tourner finalement Oui, bien celle que sûr. t'avais mis. le but, surtout à l'époque où j'ai commencé à C'est regarder du ça, long terme. c'était le revenu passif qui était intéressant. Hmm. Et du coup, je m'étais dit, ah bah oui, tu laisses dessus, ça te fait un revenu passif. Bon, oui, sauf qu'avant de toucher 300 € par mois, Il faut en faire. Ok. faut en Donc, faire c'est ça, beaucoup, Et beaucoup. qu'est-ce que tu as testé d'autre comme façon de vendre du coup quand on est illustratrice quelles sont Ouais. les opportunités qui s'offrent à nous et que tu as peut-être déjà testé J'ai testé quand même pas mal de petits trucs à droite à gauche. Le tout premier truc que j'ai testé, c'est la boutique en ligne. Donc, c'est-à-dire d'avoir des produits avec mes illustrations à poser dessus et de les vendre en ligne. Sauf que j'ai commencé par ça sans même me faire connaître avant. Ok. Donc, mes premières images sur mon Insta, je suis même pas sûre qu'elles soient encore en ligne, c'est des images avec un t-shirt, avec une illustration dessus. J'avais fait un tote bag, j'avais fait. Mais est-ce que t-shirt, c'était bag, pas suite, d'ailleurs suite. avec une plateforme qui te prémâchait un peu le De print on travail? demand. Voilà. Oui, c'est Alors ça. ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que Ouais. moi, je pense que les gens qui me suivent savent ce que c'est qu'une boutique en ligne, vu que je parle de Oui. créer le produit, le vendre sur une boutique. Mais dans ton cas, c'est encore un peu différent parce que tu n'avais Ouais. pas fait finalement, tu n'avais pas le t-shirt dans les mains. C'était pas... Ah non, je explique-nous l'avais un peu. pas du tout dans les mains, Voilà, c'est le client qui explique-nous l'avait c'est quoi directement. le concept? Le print on demand, si vous voyez beaucoup sur les réseaux, ça va être marqué POD. C'est l'impression à la demande, c'est-à-dire qu'on a un fournisseur chez qui on va, chez qui on bosse. Généralement, c'est des plateformes en ligne sur lesquelles on s'inscrit. Ouais. Moi, je prends les mock-ups que la plateforme me propose de ses produits. Donc, ça peut être effectivement un t-shirt. Donc le mock-up, c'est quoi? Il y a beaucoup trop de vocabulaire les dans artisans, ils cette vont pas vidéo. forcément trop comprendre. Ouais. Un mock-up, c'est une photo avec le produit vierge. Ouais, ok. Où nous, on appose notre image par-dessus. Donc là, ça va être une photo d'un t-shirt blanc avec rien. Moi, je prends cette image JPEG, j'y appose mon illustration par-dessus. Donc, ça permet aussi de faire un patron pour l'imprimeur, pour l'entreprise de print on demand. Moi, ce mock-up, je le prends pour mon site. Je montre en disant, voilà ce que vous avez en achetant ce t-shirt avec cette illustration. La personne passe la commande, ça passe directement sur la plateforme de print on demand. Eux, ils impriment le t-shirt et ils l'envoient directement au client final. Donc, tu n'as pas à t'occuper de toute la partie Ni de gestion, etc. stock, ni de Tu gestion, n'as même pas le produit ni de physique site, dans les mains. Voilà. rien. Voilà, le seul produit que je commandais, c'était pour faire des photos. Ok. J'en commandais Ah, 3-4 ouais. exemplaires pour voir la qualité Mm. et pour faire quelques photos pour mon site, pour mon Insta, tout ça, parce qu'effectivement, les mock-ups, c'est bien, mais c'est un Ouais. peu limité des fois. C'est quoi ton retour d'expérience alors par rapport à ça? Que c'est bien d'avoir une petite audience quand même avant de commencer à Ah oui. vendre. C'est surtout que j'ai commencé par ça, mais mes t-shirts, c'était vraiment pas fantastique. Hein. L'illustration que je faisais dessus, c'était au tout début quand je commençais l'illustration digitale. Dans ma tête, c'était trop cool. Et aux yeux de ma mère, de ma grand-mère, de mon frère, c'était très cool aussi. Mais je pense qu'avec le recul, je me suis vraiment pas foulée. Ouais. Et moi, j'avais fait la bêtise de dire sur Insta, voilà, t-shirt, collection, voyage, Ouais, c'est tout quoi. acheté. Ouais, voilà, ok. Ce que font aussi beaucoup d'artisans, hein, mais c'est important du coup de comprendre que c'est pas comme ça C'est pas que comme ça ça qu'on fait. marche quoi. On peut pas proposer aux gens des trucs à acheter sans leur avoir vendu un univers, une expliquer. identité, expliqué. Ouais. Enfin, juste de but en blanc comme ça. Les personnes, elles vont jamais acheter un t-shirt 55 € si c'est juste pour acheter un t-shirt parce qu'elles ont besoin de se couvrir parce qu'elles ont froid. Voilà, c'est pas pour le besoin primaire Non. de vêtements quoi. Exactement. Et juste pour le design, il faut ou qu'on nous connaisse bien et que Ouais. du coup on aime déjà notre univers. Et c'est pour ça qu'ils achètent chez nous. Ce qui n'était pas le cas parce que j'ai commencé comme ça de but en zéro, blanc. ouais. Et le design en soi, oui, on n'aime pas, c'est comment? C'est les goûts et les couleurs. Mais je pense que déjà de base, j'étais trop débutante et je me suis pas foulée. Personne ne me connaissait, donc effectivement, entre acheter un t-shirt 55 € entre quelqu'un que tu connais pas, t'aimes quand même le design, mais tu connais pas, et quelqu'un que tu connais, que tu suis et que t'aimes aussi le design, je pense que le choix est vite fait où tu mets ton argent, tu vois. Ouais. Que la boutique en ligne, comme ça, en print on demand, ça m'a... J'ai pas fait ça longtemps, j'ai peut-être fait ça 3-4 mois, quelque chose comme ça, 6 mois au Est-ce que maximum. tu recommencerais? Est-ce que c'est un mode de vente que tu valides quand même, mais c'est que tu l'as fait au mauvais moment? Ou est-ce que non, tu Je valides pense que pas je non m'y plus suis mal prise. L'entreprise de print on demand, franchement, pour avoir encore des vêtements, du coup que j'avais commandé pour faire des tests en 2019, nickel. Ok. Au niveau de la qualité, ils ont pas bougé. J'avais des t-shirts brodés, Ah ouais. sweats brodés, j'avais des tote bags avec le truc imprimé. Bon, ils sont passés quelques fois à la machine, Ouais. donc effectivement les couleurs se sont un peu ternies. Mais franchement, par rapport à des trucs que j'avais achetés chez H&M, Primark à cette époque, c'est carrément mieux. Ok. Et ça a
pas beaucoup bougé. Donc franchement, au niveau de la qualité du print on demand, si ça vous intéresse, commandez quand même quelques exemplaires pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et la qualité du produit. Mais les t-shirts, le coton, tout ça, j'avais choisi un truc qui était quand même quali. Donc aucun problème. Et même pour de l'impression en papier, je suis allée les voir, je les ai rencontrés, mais j'ai encore rien fait imprimer chez eux. Je bosse. J'aimerais bien bosser un peu plus avec une imprimerie qui est à Paris, qui fait du print on demand pour juste du papier, donc cartes, affiches, encadrement. Et pareil, c'est super cool, au niveau de la qualité, c'est vraiment super. Donc des fois, c'est aussi bien que le petit imprimeur qui est à côté de chez nous. Donc ça, le print on demand, moi je suis pas du tout réticente là-dessus et au contraire, ça nous permet, moi en tout cas nous en tant qu'illustrateurs, ça nous permet de pas du tout gérer la partie création du support et l'envoyer au client et de pas avoir à gérer tout ça et être plutôt que du côté création, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un moment où il y a un déclic où tu peux, à partir duquel où tu peux te considérer illustrateur ou... Parce que c'est vrai que c'est un terme, en t'entendant parler, là je pensais à ça, c'est un terme qui est assez fort, elle veut dire je suis illustratrice. Et je sais qu'il y a plein de gens dans ma communauté en tout cas qui dessinent et qui font des illustrations mais qui ont du mal à revendiquer ce côté-là, tu vois, c'est un nom, c'est une étiquette entre guillemets, c'est l'étiquette je suis illustratrice. À quel moment tu as eu le déclic ou pas? Peut-être explique-nous un peu. Pour moi, c'est très simple. Du moment où tu veux vendre des illustrations, tu es obligée de dire que tu es illustratrice. Sinon, ça fonctionne pas. Tu vas pas dire que tu es boulangère, quoi. C'est un peu bête dit comme ça, mais moi je suis illustratrice parce que je veux vendre des illustrations et que je dessine et c'est ce que je vends et du coup t'es obligé d'un peu te mettre l'étiquette. Ça a été assez fluide pour toi en fait de dire je veux faire ça donc je le fais et tu t'es pas trop posé de questions. Sinon tu les vends pas, quoi. Si tu veux faire une autre activité, fais une autre activité, mais tu peux faire de l'illustration en tant que hobby et dire que tu es illustrateur, illustratrice, je sais pas, ça tu fais comme tu veux. Mais pour moi, si on veut te trouver et commander des illustrations, tu es obligé de dire que tu es illustrateur ou illustratrice. Sinon, les personnes, elles vont jamais te contacter pour des illustrations parce qu'elles ne sauront même pas le métier que tu fais. Donc, je me suis pas posé la question pendant 36 000 ans. À partir du moment où j'ai ajouté l'illustration à mon portfolio parce que je voulais en vendre, j'étais illustratrice et puis basta, quoi. Je sais que ce que tu veux poser comme question, c'est je me sens pas légitime parce que je me sens trop débutant et du coup, est-ce que je vais mettre illustrateur, illustratrice? En même temps, on a tous été débutants à un moment. Les goûts et les couleurs au niveau des styles d'illustration, il y en a pour tous les goûts. Franchement, les clients, il y en a qui vont adorer ce que vous faites, il y en a qui vont détester ce que vous faites, et ça va être la même chose que vous ayez 2 mois d'expérience ou 20 ans. Et c'est exactement la même chose dans l'artisanat. Hein. Il y a des personnes qui vont passer sur un compte, et même s'ils cherchent de la céramique à offrir à Noël pour leur tante, ils vont pas du tout aimer ce style-là. Bien sûr. Et ils vont aimer un autre style chez un autre artisan. Peut-être que vous ne considérez pas assez mature dans votre style, dans l'illustration. C'est pas grave, ça veut pas dire qu'aujourd'hui vous pouvez pas vendre le style que vous avez en tant que débutant et en commençant justement aujourd'hui. Parce que si ça se trouve, il y a personne qui va l'acheter. Ça se trouve, vous allez avoir plein de clients. Donc, faut tester. T'as fait évoluer toi ton style au fur et à mesure des années Et du coup, comment t'as fait alors? Parce que j'imagine que t'as eu des premiers clients qui venaient te chercher pour un certain style. Puis après, t'as peut-être le bouche à oreille et puis le portfolio aussi, l'effet portfolio où tu montres un peu tout le travail que t'as fait. Donc du coup, on se dirait naturellement, les prochains clients, ils vont venir chercher la même chose ou le même style. Comment t'as fait pour faire évoluer ton style et du coup continuer à trouver des clients? Parce que je pense que c'est aussi la question que se posent pas mal d'artisans. Dans la même idée, c'est si je commence à m'enfermer dans un style de création, et après, genre les clients que je vais avoir attirés, ils veulent ça. Donc comment je fais pour évoluer Je pense que ça s'est fait assez naturellement. Après, moi, mon portfolio principal, c'est Instagram. Plus que un portfolio sur... nous, on utilise beaucoup Behance, qui est sur un site web. Voilà, sur mon site ou quoi que ce soit. Le portfolio principal, et qui est mis à jour le plus régulièrement possible, c'est Instagram. Et du coup, effectivement, quand tu scrolles le feed, tu vois les illustrations qui s'améliorent, qui changent, la palette de couleurs, toutes ces choses-là. Mais ça ne change pas du jour au lendemain non plus. C'est vraiment une évolution au fil du temps. Et dans mon portfolio que j'envoie à mes clients aussi, quand je les démarche, je mets à jour aussi les illustrations. Aujourd'hui, en 2024, tout ce qui est de 2020, il n'y a plus dans mon portfolio. Et de toute façon, sur mon Instagram, c'est tellement loin que personne ne scrolle jusque-là et personne ne les trouve. Quand on me contacte, c'est pour les choses que j'ai fait sur les 6 derniers mois. Je pense que... il faut être déjà pas mal connu pour que les gens commencent à nous contacter pour des choses qu'ils ont vues dans la rue, dans une librairie, sur des campagnes de communication de d'autres marques ou quoi que ce soit. Là, c'est qu'on commence à être assez connu. Et là, je pense que la problématique, effectivement, de ne pas changer trop de style devient un peu plus touchy.
À mon niveau, non. Je pense que c'est un peu la même chose des artisans, c'est que après, tant que tu fais pas une fracture assez forte, tu vois, entre aujourd'hui, je dis une bêtise, dans mon cas, je fais des bijoux en argent inspirés de la nature, et puis demain, je ferai des bijoux géométriques en perles, enfin, tu vois, un truc qui n'a rien à voir. Bon, bah, effectivement, ça fait une petite fracture quand même dans le style, donc tu fais un changement de com, etc. Mais si tu fais aussi évoluer petit à petit, c'est plus simple, effectivement. Les gens ne vont pas remonter ce que tu as fait il y a 3 ans en avant, quoi. Franchement, non. Et puis, je pense que vraiment, c'est des questions qu'il faut se poser quand on commence à être très connu. Voilà. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça va pas perturber tous les gens qui me connaissent dans le monde? Il y a plein d'artisans qui se posent cette question de dire mais aujourd'hui je fais ce style de produit et puis après il faut que je change, mais si je suis plus tard je veux changer, est-ce que... Franchement, si tu sors une collection et que tu n'as pas du tout envie de faire sur la même chose sur la prochaine collection, peut-être que tu auras un best-seller sur la collection que tu as sortie juste avant, bon bah oui, potentiellement celui-là, tu le gardes à la rigueur. Tu le gardes parce que voilà, c'est une vache à lait, donc dans le sens où il apporte de la thune assez facilement, bon bah tu le gardes et tu fais autre chose à côté pour la prochaine collection. Mais s'ils ont marché de manière normale, je teste autre chose sur la prochaine collection et au pire des cas, tu reviendras en arrière après et tout. Pour moi, il ne faut pas se poser trop de toutes ces questions-là. Ça ne veut pas dire que je ne me les pose pas. Non, mais oui, mais c'est intéressant d'avoir ton retour. Que ça cogite, mais c'est mieux de ne pas se poser ces questions. Si tu as envie de changer de style pour la prochaine collection, que ce soit des illustrations ou des bijoux ou je ne sais quoi, fais-le et tu verras s'il y a un problème à ce moment-là. Tu te poseras une autre question de est-ce que c'était mieux avant ou pas, et là, tu pourras faire machine arrière. Mais avant, il faut tester. De toute façon, tant que tu n'as pas fait des tests, tu ne peux pas savoir. Non, c'est clair. Donc, et d'ailleurs, en parlant de tests, très bonne transition, tu nous parlais du coup que tu avais testé le stock, tu avais testé la boutique en ligne. Est-ce que tu as testé d'autres façons de vendre ton art J'ai testé, on en parlait un petit peu en off avant, la boutique en ligne, mais avec des produits digitaux, donc illustration digitale. Donc de vendre un PDF. J'ai pas testé longtemps parce que j'ai pas eu forcément des bons retours par rapport à ça. Parce que la plupart des gens, enfin moi c'est vraiment mon expérience personnelle, hein. Peut-être que ça marche très bien chez d'autres personnes, mais la plupart des gens étaient plutôt habitués en commandant chez des illustrateurs à recevoir du papier, à recevoir quelque chose dans leur boîte aux lettres. Au moment où moi, pourtant c'était spécifié, où j'ai vendu un PDF, la personne a reçu un PDF par mail avec le contrat et tout, comme quoi elle n'a pas le droit de l'utiliser sur tout et n'importe quoi. Forcément, c'est un PDF, tu essayes de protéger un peu, quoi. Donc, tu vends le contrat avec. Et en fait, je crois que j'en ai vendu 2 sur la première semaine. Et sur les 2, j'ai une cliente qui m'a dit « Mais attends, je comprends pas. J'ai pas reçu. Je vais pas le recevoir par la poste ?» Bah non. Je dis « Non, c'est un JPEG. Il faut que tu y ailles toi-même. En gros, il faut que tu fasses la moitié du taf. » Et la personne m'a dit « Ah bah non alors. Moi j'avais envie d'avoir un truc pour faire papier pour mettre chez moi en décoration. J'ai pas envie d'aller chez l'imprimeur. Moi si je commande chez toi et que je paye un certain prix, c'est pour avoir la presta complète et pas la moitié. Et du coup je pense que pour des illustrations finales, ça fonctionne pas forcément parce que la personne effectivement il faut qu'elle fasse la moitié du boulot. Et quel plaisir de recevoir un petit colis d'un créateur que tu adores, bien emballé avec une petite carte et tout, et du coup tu enlèves tout ça. Donc forcément, c'est un peu plus frustrant. Par contre, je pense que pour des illustrations personnalisées, là, ça peut bien fonctionner. Alors, qu'est-ce que tu appelles illustration personnalisée, du coup? Donc, c'est-à-dire, tu as une illustration et tu rajoutes un prénom. Ou tu fais le portrait de famille. Carrément personnalisé, quoi. Tu imagines carrément le... C'est ça. J'en ai commandé un pour mon copain l'année dernière sur Etsy, une illustratrice qui faisait des portraits de personnages en style manga. Et du coup, j'ai mis une photo de nous et je lui ai dit bah voilà, moi j'aimerais bien pour son anniversaire de pouvoir avoir une photo de nous deux en style manga comme ça, et elle me l'a fait et j'ai trouvé ça trop cool, quoi. On nous reconnaît bien et tout, je trouvais ça trop stylé. Et là oui, elle m'a envoyé un PDF. Donc là avec le PDF, je suis allée chez l'imprimeur et j'ai imprimé. Tu as fait toi-même la démarche dans le cadre que je voulais, de la taille que je voulais, pour la déco du bureau de mon mec, et c'était très bien, tu vois. En fait, quand c'est pas personnalisé, tu peux faire du stock. Donc effectivement, ton illustration, tu peux l'imprimer 40 fois et après l'envoyer au compte-gouttes. Que quand c'est du personnalisé, tu peux pas faire ça. Enfin, même si tu as une imprimante à la maison, il faut quand même après aller à la poste, machin et tout. C'est, à mon avis, très compliqué. Il y en a qui le font, mais du coup, tu mets le prix avec, quoi.
pour moi, les gens en plus qui commandent des illustrations personnalisées, je sais pas si ça doit être la même chose dans l'artisanat, généralement ils se réveillent 4 jours avant l'anniversaire de la personne. Ouais, c'est tout. Ça, c'est que les gens comprennent les délais. Je pense que c'est d'autant plus vrai en plus dans l'artisanat parce que les délais sont très longs. Par exemple, si tu fais de la céramique, il faut penser qu'il y a du temps de séchage. Ensuite, il y a une première cuisson. Ensuite, il y a un émaillage à mettre. Ensuite, il y a une deuxième cuisson. Voilà. Et du coup, si les gens ils veulent 3 jours avant Noël. Voilà, si les gens ils veulent certains produits, par exemple qui est en fabrication à la commande, ou qui veulent une création personnalisée, oui, il va falloir un certain délai. Et en fonction de l'artisanat, il y a des délais plus ou moins longs. Et en fonction aussi du temps que la personne a disponible, parce que faire de l'artisanat, ça prend du temps. Donc, c'est quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête, le temps de fabrication. Et c'est hyper important pourtant. Et c'est là où on pourrait se dire, ça peut être intéressant au final de vendre un PDF. Comme ça, la personne, elle l'a dans les 3 minutes, tu vois, dans sa boîte mail. Ouais, mais même le fait d'aller chez l'imprimeur pour imprimer une affiche. Oui, une seule. C'est, si tu habites dans une grande ville et que l'imprimeur, il est dans la rue d'à côté, ok, fair enough, ça se fait, il n'y a aucun problème. Mais si tu habites dans le petit village, dans la Dordogne, et que tu n'as pas d'imprimeur juste à côté de chez toi, qu'il faut commander sur Internet ou je ne sais quoi, laisse tomber, la personne, elle le fera jamais. Et du coup, elle va juste être frustrée et pas recommander chez toi. C'est tout bête, mais moi, c'est mon constat en tout cas. Donc, produit digital en illustration, non. Je ne pense pas que je le referai. Mais après, oui, j'ai vendu des produits digitaux, mais des formations, enfin, un petit peu comme toi, où là, effectivement, à côté, j'avais développé 2 formations qui ne sont plus en ligne aujourd'hui, ou que j'ai vendues pendant pratiquement 2 ans. Ouais, c'est ça, pratiquement 2 ans, pour aider les illustrateurs débutants à commencer à vivre de l'illustration freelance, quoi. Donc, j'avais 2 formations et je pense à peu près, peut-être un peu moins de suivi que toi, ce que tu dois faire dans l'Artisan Academy, mais essayer de leur montrer le côté business, de donner le maximum de conseils sur le portfolio, trouver des clients, des marchés, les prix, les factures, les devis, bref, toutes les choses bien complexes qu'on nous apprend cachées derrière le métier artistique, quoi. Donc, faire ça, répondre aux questions, et ça, c'était 100% en ligne. Et une bonne expérience aussi. Ça t'a plu de faire ça? Ça m'a plu, mais ça m'a permis aussi de me dire que j'avais pas forcément envie d'en faire mon métier à temps plein. Le fait d'être professeur, c'est trop cool. Ça m'a appris énormément, même qu'on me pose des questions, de devoir aller chercher, de devoir mais de pouvoir aller interviewer plein de personnes qui soient plus avancées pour pouvoir donner plus d'informations, différents points de vue à des personnes plus débutantes, hyper intéressant. Donc moi, j'ai appris énormément. Et puis même faire une formation en ligne, c'est pas facile. Ah, dis-nous alors, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas trop comment ça se passe les coulisses. C'est pas simple du tout. Et du coup, c'est un super exercice de sortir tout ce qu'on a de notre tête, tout ce qu'on connaît, et de tout mettre sur papier, tout réorganiser. Et de faire une pédagogie qui marche pour les autres aussi. Parce que pas simple. Toi, du coup, un peu comme moi dans l'Artisan Academy, on part à la base de notre retour d'expérience. On est des formatrices où on a testé, on a prouvé certaines stratégies, certaines façons de faire. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre aux autres. Mais oui, entre moi, je l'ai fait, j'ai réussi, et après, j'arrive à faire une pédagogie qui va parler au plus grand nombre, qui va s'adapter, où les gens vont pouvoir eux-mêmes avoir rapidement des résultats avec leurs propres infos. Enfin, voilà, c'est un métier. C'est dur, c'est pas fait pour tout le monde aussi. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de patience et effectivement prendre le maximum de retours, essayer d'améliorer constamment nos produits, nos formations, la façon dont on parle aux gens, parce que des fois, c'est juste une différence de phrase, d'exercice qui va faire que la personne va piger et que tout va se débloquer pour la suite. Et ça, c'est pas simple. Pour moi, c'est vraiment un métier complet. Et à la fin, je pense que j'avais pas fait le tour, mais c'était où j'allais beaucoup plus loin sur tout ce qui était l'éducation en ligne, les formations. Donc, essayer encore de mieux améliorer la formation, plus de suivi, essayer de faire des exercices plus ludique, où vraiment tu es dedans. Bref, essayer d'avoir améliorer la pédagogie, quoi. C'est ça, une expérience utilisateur, une pédagogie vraiment plus immersive, où je laissais ça comme ça, et je pense que j'avais plus forcément envie de m'en occuper à 100%, j'avais fait le tour. Et c'est surtout que je me suis rendu compte que je dessinais plus. Parce que mon métier de professeur en ligne versus mon métier d'illustratrice, le métier d'éducatrice en ligne, il a pris tellement de place parce que j'apprenais, et qu'au début de tout business, tu passes beaucoup de temps dessus. C'est stimulant, mais tu es obligé de passer beaucoup de temps pour que tu réussisses à avoir des résultats. À tout comprendre. Que du coup, je dessinais plus. Je faisais plus de freelance d'illustration. J'avais pas de boutique ni rien. Donc, ça me manquait.
Donc je pense que j'ai dit non, on va arrêter là pour le moment. Ouais. Ça m'a plu, c'est bien, c'est pas mal. Je pense que je referai, mais de manière ponctuelle, genre une conférence, des petits ateliers, des choses sur l'entrepreneuriat. D'ailleurs, en parlant d'atelier, c'est pareil, c'est quelque chose que tu as déjà fait. On en parlait ce midi au déjeuner. Donc, tu as aussi donné des ateliers pour avoir ce côté plus professeur, mais en mode différent. Explique-nous un petit peu ce que tu as fait. C'était pas du tout en mode professeur, parce que c'est des ateliers vraiment de dessin détente. Ouais. Donc, j'apprends pas aux gens à dessiner, d'accompagner pour qu'ils puissent se mettre à créer, à dessiner pour passer un moment détente et créatif, quoi. Ouais. Et là, tu es payé en prestation. Donc, c'est qui te demande ce genre d'atelier Le premier que j'ai fait cet été, c'était au Club Med. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Club Med, mais all inclusive, en hôtel, les gens ils sont là pour se détendre, ils cherchent des activités à faire sur la journée. Et du coup, moi, j'étais là pour pouvoir proposer un atelier créatif, en plus de toutes les activités sportives qu'il peut y avoir à côté, déjà proposées par le club. Ouais. Et donc, j'ai proposé un atelier de dessin. J'ai ramené le matériel avec les feuilles, les crayons, les feutres et tout le bazar. Et moi, je donnais une thématique et après, j'aidais les gens qui ne savaient pas trop dessiner à dessiner une base de ce qu'ils avaient envie de faire sur le thème du carnet de vacances, carnet de voyage, pardon. Et les enfants, je leur faisais des coloriages, des choses comme ça. Et le but, c'était juste de passer un moment tranquille autour d'un savoir-faire de la thématique du dessin, effectivement. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi une façon de vendre finalement son savoir-faire. Dans l'artisanat, il y a ça aussi. C'est d'organiser des ateliers. Ça explose en plus, ce truc-là. Il y a une plateforme notamment, il y a une plateforme très connue qui s'appelle We Can Do, que j'affectionne particulièrement et sur laquelle on peut faire énormément d'ateliers. J'en ai moi-même fait beaucoup. Partout où je vais, j'en fais. Et du coup, tu as un atelier d'1 heure, 2 heures où du coup, tu es avec une artisane qui va t'apprendre à faire un produit. Donc, tu repars avec un produit physique et c'est trop bien. Et elle t'explique du coup les bases de son artisanat, de son savoir-faire. Et évidemment, après, soit elle te prémâche certaines étapes un peu compliquées ou etc. Elle s'organise pour que ce soit faisable dans un temps imparti. Et donc, elle est payée par les participants qui payent leur place, tu vois, pour aller faire l'atelier. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est un business model, une façon de vendre son art qui peut être intéressante si on aime le côté un peu pédagogique, transmettre son savoir-faire, rencontrer du monde et du coup, voilà, c'est une façon de gagner de l'argent qui peut être complémentaire à plein d'autres. Et c'est surtout quelque chose qui est en plein boom. On en voit tellement les gens sont curieux. Les ateliers de céramique, les trucs où qui sont en moitié café, moitié. Café céramique. Il y en a qui est ouvert à Montpellier d'ailleurs. Exactement. Les cafés céramiques, les cafés peinture, les cafés dessin, les trucs dans tous les sens, ou même que ce soit pour les enfants, pour les adultes, à faire entre amis, ou même des fois c'est café, mais des fois c'est vin. Enfin. Il y a vraiment tout. De tout n'importe quoi. Le truc où tu as avec de la peinture, là où tu vas dans un resto, avec tu mets ton petit chevalet avec de la peinture, avec un verre de vin et tu fais un apéro peinture. Enfin, il y a une céramiste que je connais qui s'appelle Vagabond de Création, qui a une chaîne YouTube. Elle est très sympa et elle a organisé aussi cet été un grand buffet dans la campagne, mais magnifique, où je sais pas combien ils étaient, mais ils étaient au moins 30-40, je dirais. Et en fait, chacun faisait une pièce. Alors, je crois que c'était la partie émaillage, elles étaient déjà faites, il me semble. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'était un atelier autour de la céramique avec justement du bon vin, un repas, en mode champêtre au milieu des champs. C'est trop stylé. C'est des vraies expériences et je trouve ça génial parce que ça te fait toucher quand même de loin à quelque chose de très créatif autour de l'artisanat ou de l'art. Tu découvres quelque chose dans un bon moment. Et du coup, ça te laisse des super bons souvenirs parce que ça a été crafté pour que tu passes un super moment, que tu rencontres des gens, que tu manges ou que tu boives correctement. Ouais, c'est une expérience à vivre. C'est ça. Et que du coup, ça te laisse un super bon souvenir et tu as envie d'en faire plus. Bon, ça, c'est le business model de ces ateliers-là. Mais je trouve que c'est une super chose et plutôt facile à mettre en place quand on est artiste ou artisan. Parce que, moi, si je veux faire d'autres ateliers demain, ou je vais aller chercher des associations parents-enfants qui organisent des activités, il y en a plein dans toutes les villes, partout. Donc, c'est hyper simple pour moi de dire, voilà, moi, j'aimerais bien proposer des ateliers de dessin. Allez, c'est parti. Des cafés, des restos qui veulent proposer des after-work et des entreprises. Dans l'événementiel qui peuvent là, chercher. En plus, ça paye plutôt bien. Des team building autour d'un truc créa où les gens, ils mettent la main à la pâte. Ça marche du feu de Dieu et c'est des super budgets, les gars. Les entreprises, je dis rien. Globalement, les entreprises ont plus de budget que les clients particuliers, surtout quand il s'agit de choses comme ça. Ce que j'adore sur ces ateliers, c'est qu'on ne nous demande pas d'apprendre quelque chose aux participants. C'est pas des gens qui veulent apprendre la céramique de A à Z. Eux, ils s'abonnent pendant 3 mois, ils viennent tous les mercredis soirs. Il y a des cours récurrents. Exactement. Ça peut aussi être une façon de vendre son savoir-faire en soi. Bien sûr. Mais pour moi, ça, c'est pas des cours, c'est des ateliers. Donc la personne, elle vient pour passer un bon moment.
et de se détendre et mettre la main à la pâte et à la fin de repartir avec quelque chose de joli qu'elle a envie de montrer à ses copines. Ouais, un souvenir palpable finalement. Ouais, exactement. ouais. Et du coup, c'est pas la même expérience qu'on met en place. Ouais. Et je trouve que ça, dans un business model de créa, c'est trop cool à faire et à mettre en place. En plus, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop la barrière numérique, réseaux sociaux, tout ça. Produits digitaux, on me disait produits en ligne. Bah alors là, vous êtes dans le physique à 100%. Vous rencontrez les gens, vous parlez à des humains et vous êtes là, quoi. Et ça marche très bien. Ok, donc ça c'est aussi quelque chose que tu as testé. Est-ce que tu as testé d'autres façons encore de vendre ton art, de récupérer une façon de vivre de cette passion finalement? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et qu'est-ce que tu préfères toi? Je pense que ce que je préfère, ça va être le freelance. Parce que, alors, je suis pas très patiente comme personne. J'aime bien quand ça va assez vite. Et l'avantage du freelance, c'est un brief, une presta, un budget, terminé. Et les projets sont pas parfois longs aussi, non? J'aime pas les projets longs. Ouais, ok, t'acceptes plutôt des projets plus courts? J'en ai déjà fait. J'ai déjà fait, par exemple, de l'édition. Okay. Donc, qui est une façon de monétiser quand on est illustrateur, donc les bouquins. C'est pas la seule. À chaque fois, quand on me demande, tu fais quoi en tant qu'illustratrice? Des livres? Non. T'as déjà testé du coup? Ouais, je savais pas ça. Ok. Et t'as fait quoi comme livre? J'ai fait un livre pour enfants sur le féminisme pour Milan. Les petits docs de chez Milan. C'est une grosse série avec plein de sujets et ils cherchaient des illustrateurs et du coup moi j'en ai fait un de cette série-là. Et c'est un projet qui dure plus de 6 mois. Donc c'est pas si long par rapport à de la BD, à des gros c'est plusieurs années. Voilà, c'est très très long. Moi je trouve ça trop long. J'ai passé trop de temps à faire le même illu, à refaire les corrections, machin. Les budgets sont pas ouf en édition. De toute façon, le monde de l'édition c'est très compliqué, c'est bouché. Ça, je pense que je l'apprends à personne que c'est dur. Mais c'est chouette comme expérience, mais j'ai pas envie de le refaire tout de suite. Je préfère quand ça va plus vite que 6 mois à passer sur le même projet. J'avais d'autres projets en parallèle, mais même celui-là, il traînait trop et ça m'a pas convenu. C'est ça, il faut trouver de toute façon ce qui te correspond et ça c'est ce que je dis souvent aussi aux artisans. En fait, il y a une palette de façons de vendre et de créer qui existe. Même quand on crée, tu vois, des produits physiques, est-ce que tu crées des pièces uniques? Est-ce que tu crées des produits qui vont être produits en série? Si oui, est-ce que tu as un nombre, tu vois, limité que tu as envie de faire et après arrêter? Ou est-ce que tu veux fabriquer à la commande? T'en fabriques un, ensuite tu fabriques pendant des années, tu vois, dès que tu as une commande. Il y a plein de façons de fabriquer finalement et je pense qu'il faut trouver sa façon qui nous correspond. C'est ça. Et pareil pour les produits, tu vois, moi avec l'essence, ma marque de bijoux, on en parlait un petit peu. Moi j'ai décidé quelle technique j'allais utiliser et quel style de bijoux je voulais proposer en fonction de ça parce que moi aussi je suis un petit peu du genre impatiente et j'aime bien créer des choses et en tout cas avoir rapidement un objet physique presque fini, tu vois, dans les mains. Là où il y a des créatrices de bijoux qui pourraient avoir envie de passer du temps sur des pièces uniques où ils vont passer finalement 3-4 mois sur une même pièce, mais à la fin ça va être ça leur satisfaction, c'est d'avoir une pièce évidemment beaucoup plus travaillée, enfin dans un style qui va correspondre au fait qu'on y a passé autant d'heures aussi. Mais voilà, c'est chacun trouve le style qui lui correspond, la façon de travailler qui lui correspond. C'est ça qui est cool dans nos métiers, c'est qu'on peut vraiment avoir, en fonction du style qu'on veut proposer, d'objets, d'illustration ou quoi que ce soit, on choisit une technique aussi qui nous convient et on choisit la façon de la vendre qui nous convient et qu'il y en a tellement des façons de monétiser différentes dans nos métiers qu'on a pratiquement un métier sur mesure. Et donc, le mieux, c'est de tester plein de choses et de voir un petit peu ce qui nous a le plus convenu, même en style de client. Parce que j'imagine que dans l'artisanat, c'est comme moi. Bon, après, l'illustration freelance, il y a vraiment une palette de clients très large. Où effectivement, je te parlais d'édition, mais tu as aussi l'éditorial, tu as les entreprises, tu as les particuliers. Enfin, tu peux vraiment avoir et c'est des budgets très différents en fonction aussi de ton client cible. Mais j'imagine que dans l'artisanat aussi, en fonction de où est-ce que tu vends tes originaux, où est-ce que tu vends ton art, est-ce que c'est sur des marchés à des particuliers, est-ce que c'est à des revendeurs, est-ce que tu peux pas vendre le même type de produit. Tout à fait. D'ailleurs, tu dis marché, sur les marchés, c'est plus facile de vendre des produits à des prix entre guillemets accessibles. Quand on dit accessible, ça va être en dessous de 100 € parce que les gens, dans leur porte-monnaie, en fait, il faut qu'ils aient limite déjà le liquide en espèces pour pouvoir te payer. Quand tu es dans un ordre de grandeur où ils ont ce qu'il faut dans leur porte-monnaie et qu'ils vont facilement se dire, ok, c'est pas grave, ça n'explose pas mon budget d'hiver, tu vois, je peux me faire un petit plaisir, ça passe. Mais dès qu'on commence à être sur des budgets un peu plus élevés sur les marchés créateurs, oui, c'est plus compliqué, clairement, parce que les gens, ils vont avoir un temps de réflexion et du coup, s'ils passent juste 2 secondes devant ton stand, c'est vite qu'il faut qu'ils décident s'ils achètent ou pas. Alors, à moins qu'il y ait une boutique en ligne par la suite et du coup, ils peuvent après prendre plus de temps à la réflexion. En fait, ils t'ont découvert au marché et ensuite, ils vont acheter peut-être plus tard sur ta boutique. Mais oui, en fonction des endroits où on veut vendre, c'est pas les mêmes prix. Et d'ailleurs, si on veut faire de la
la revente, par exemple, de produits physiques, de création artisanale à des boutiques qui eux-mêmes vont les revendre, il faut bien considérer que la boutique, elle va t'acheter à un prix très inférieur parce qu'elle va faire x2, x5, x3 pour avoir le vrai prix de vente final au client qui va acheter en boutique physique. Donc forcément, du coup, toi, tu vas lui revendre peut-être 10 euros. Je dis une grosse bêtise parce qu'on ne vend pas un produit artisanal 10 euros, mais juste pour imager le chiffre, je vais le vendre 10 euros et la boutique va te l'acheter 10 euros et va revendre, elle, à son client final 30 euros, par exemple. Donc évidemment, faut pas... faire les mêmes produits, les imaginer de la même manière. On ne fait pas les mêmes collections pour de la revente en boutique que ce qu'on va faire sur de la vente en marché, par exemple, que ce qu'on va faire sur de la vente en boutique en ligne. Ou en tout cas, il faut réfléchir à une stratégie qui soit cohérente pour chaque mode. Et c'est la même chose en illustration. Enfin, que quand tu vends une image imprimée, donc de la papeterie sur ta boutique en ligne, bah, le prix de l'illustration, ça va pas être le même que si on vient te voir pour du freelancing et qu'on va te commander une illu pour placarder dans le métro en 4x3 Alors, qu'est-ce qui change du coup 2 mois C'est intéressant que tu nous partages ce retour-là parce que je pense qu'il y a des gens qui se disent ouais, mais en fait, le dessin c'est le même et tu vois, c'est juste la taille. Explique-nous un petit peu, c'est quoi qui change derrière? Qu'est-ce qui est à prendre en compte dans le prix? En art et en artisanat, on ne vend pas le temps sur lequel on a passé sur la création. On vend la valeur de la création. Ça n'a rien à voir. Donc même si le temps, on le comptabilise, bien sûr, entre un artiste... Il faut qu'il soit rentabilisé, voilà. C'est sûr. Entre quelqu'un qui va passer une demi-heure sur un petit truc, même moi, dans mon univers, ça va être peut-être... tu vas passer une demi-heure sur une icône ou un petit personnage, un élément, tu vois, d'une illustration, et 40 heures sur une affiche énorme qu'elle t'a fait en traditionnel, à la main, avec des points, tu vois. Bah, effectivement, le prix, déjà, va pas être le même, de base. Mais ensuite, sur l'utilisation, ça n'a absolument rien à voir. Effectivement, si demain, vous atterrissez sur ma boutique en ligne et je vous vends une affiche 500 €, vous allez vous demander ce qu'il y a sur l'affiche. Oui, c'est bizarre. C'est quoi comme papier? Il y a de l'or ou je ne sais quoi? Enfin, l'affiche à 500 €, moi, je m'attends en original déjà. Oui, bah, au moins, Je ne m'attends pas à une reproduction. Par contre, quand on me commande une illustration... Bah, du coup, original, puisque c'est un client qui va me demander pour lui cette illustration. Et que là, du personnalisé, quoi. Du personnalisé, et que lui, il me demande 500 €, bah là, je dis non. Enfin, je ne peux pas vous vendre une illustration de 500 €. Ou alors, effectivement, j'ai fait juste un petit élément que vous allez mettre dans un coin dans votre com. Et à la rigueur, là, oui. Et encore, il faut voir la cession de droit, comment il utilise cette illustration. Parce que même si c'est une illustration qui, moi, met une demi-heure à faire, mais qu'elle finit sur... Comme je disais, par exemple, une affiche dans le métro en 4x3 sur toute la période de Noël. Enfin, peut-être que la création, ça m'aura pris une demi-heure, donc je sais pas, ça va être, je dis une bêtise, 300 €. Par contre, les droits derrière, c'est ça que les gens ne captent pas forcément. Effectivement, c'est aussi l'utilisation qui va être faite du produit, en fait, qui a de la valeur. Et en fonction de si la personne, si par exemple, là, je prends une photo de toi et je le fais pour mes réseaux sociaux, ou je prends une photo de toi et je le mets dans un livre qui va être édité, ou je prends une photo de toi et je le mets effectivement dans le métro, ou je la fais passer à la télé. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même utilisation. Et du coup, plus tu vas en fait diffuser l'image et l'utiliser à grande ampleur, plus la valeur de l'image, plus l'image prend de la valeur du coup. Exactement. Et donc plus le travail doit être rémunéré à sa juste valeur aussi, quoi. Pour donner un petit peu un ordre de grandeur, sur les interviews que j'ai faites de différents illustrateurs sur ma chaîne, il y en avait un qui m'a dit un truc hyper intéressant. Il faisait des illustrations de personnages vraiment grand public, avec des petits personnages en famille, des choses comme ça. Et il y a une grande marque de produits laitiers française, je ne vais pas donner de marque parce qu'on est sur YouTube, mais qui est venue le voir et disait, bah voilà, nous on aimerait bien revoir le packaging de nos yaourts. Et c'est des yaourts qui sont vendus en Europe et dans le monde. Mais là, c'était surtout pour le marché français. On aurait besoin de juste 2 petits personnages qui mangent un yaourt. Bah, combien tu fais payer quand tu sais que ça va être placardé sur tous les yaourts de France, de cette marque internationale? Bah, peut-être que ta créa, tu l'as fait payer que 500 € parce que tu auras passé 2 jours à faire 2 petites illustrations. Mais derrière, au niveau de la cession de droit, bah, ça monte entre 30 000 et 50 000 €. Donc ça, c'est des contrats, j'imagine, que tu fais quand tu fais ça, quand tu travailles avec des entreprises qui te demandent une prestation freelance. Tu as à la fois la facturation de ton design en lui-même et à la fois la facturation de l'utilisation qui va être faite de ton design. Absolument. L'exemple que je donne toujours, qui est le plus simple pour moi à comprendre, c'est par exemple, dans ta ville, il y a un festival qui est en train de se mettre en place, ils veulent faire la première édition. On t'appelle et on te dit, bah voilà, on aimerait bien que vous nous fassiez le logo illustré du festival. Ok, très bien, pas de souci. Toi, tu leur vends le logo, donc tu fais payer la création, mais tu es débutante, tu sais pas trop, tu fais pas payer les droits.
Donc, tu vas juste faire payer la création et OK, ils vont te payer, c'est un petit festival, alors voilà, 500 €, OK, très bien. L'année suivante, ils réutilisent le logo parce que le festival a bien fonctionné la première année. OK, donc ils l'ont utilisé une deuxième fois, donc encore beaucoup plus de visibilité. Toi, qu'est-ce que tu as gagné? Rien du 0. tout. Ouais. La troisième année, ça fonctionne encore mieux. Là, ils ont fait des goodies avec. T-shirt, Oui. mug, crayon, carnet et tout. Toi, qu'est-ce que tu as touché? 0. Voilà Ouais, pourquoi il faut ouais. faire payer les droits d'utilisation, parce que toute cette diffusion de ta création C'est là originale, la valeur du travail, en fait. exactement, c'est Ouais. là en fait où tu peux gagner beaucoup plus d'argent que sur la créa en elle-même. C'est pas parce que tu passes une demi-heure sur ta créa que derrière tu peux pas la vendre à des Et super c'est normal. grands Enfin, il faut vraiment C'est dire aussi normal. que c'est normal. C'est pas aussi une histoire de Ah oui. maximiser les profits ou quoi. C'est aussi que toute utilisation de ce que tu as créé, même si Mais tu bien l'as déjà sûr. créé, que c'était dans le passé, elle doit être facturée en fait. Et c'est ton travail et c'est ta valeur de ton Exactement. travail qui est derrière, quoi. C'est pas parce que tu fais un petit truc qu'il ne faut pas faire payer des droits, qu'il ne faut pas faire revendiquer que c'est une création originale qui a été faite par toi. Ouais. Et c'est comme ça que tu peux gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui font de la musique, qui font des petites musiques, des petits jingles. Oui, bah les samples, le sample de voilà. TGV, de Exactement. de la SNCF. C'est je veux 4 dire que notes, voilà. Ouais, mais par ouais. contre, c'est utilisé des milliards de fois derrière, et Ouais. c'est là où on gagne de l'argent sur les droits d'utilisation. En illustration, c'est surtout là-dessus qu'il faut viser. Ouais, ok. Donc, en fonction du client, bah, quand tu vends sur ta boutique en ligne ou quand tu vends quelque chose de personnalisé à un particulier, le droit d'utilisation, il est très faible. Oui, et comme les particuliers, oui, Bah, c'est il bateau. l'utilise Hein. une fois et Ouais. puis basta. C'est pour ça que c'est aussi dangereux de vendre des JPEG et des PDF et qu'il Ouais, faut c'est que tu bien... sais pas quelle utilisation C'est va ça. être faite, quoi. En fait, il faut bien mettre le contrat avec Mm. pour que toi, tu puisses te retourner contre la personne Oui, si au elle cas où l'utilise tu mal. vois, ouais, Mais tu ok. pourras pas l'empêcher qu'elle l'utilise mal. Ce sera juste quelque chose sur lequel tu pourras revenir s'il y a un problème. Ouais. Effectivement, c'est des prix qui sont plus bas quand tu vends sur ta boutique en ligne à des particuliers parce que tu peux pas faire payer des droits énormes. Par contre, le freelancing, moi aussi j'aime bien le freelancing aussi pour ça, parce que dès que tu travailles avec des marques et des entreprises qui ont déjà plus de budget et qui commencent à avoir Ouais. une com qui est plus importante, là ça commence à être des budgets beaucoup plus sympas aussi. Donc, du coup, toi, par rapport à tout ce que tu as testé en termes de business model, s'il y avait le plus rentable, si on faisait un classement par exemple du plus rentable, c'est le freelance avec l'émission. Oui, avec des missions, mais du coup, comme je disais, Avec les droits d'auteur, les sessions de droits des d'auteur. plus ou moins grosses entreprises Ouais. qui ont plus de budget parce que bah, elles peuvent aussi s'autoriser un budget com, Ouais. ce qui n'existe pas chez des particuliers ou dans les toutes petites entreprises. Elles ont un tout petit budget com et souvent ils ne vont pas le mettre dans une illustration personnalisée, ce que je peux comprendre. Et du coup, c'est plus intéressant de bosser avec des plus grosses boîtes qui, elles, sont hyper confortables financièrement parlant sur leur budget et qui du coup peuvent s'autoriser à avoir des budgets plus conséquents pour s'amuser sur la com et du coup de faire appel à des artistes tellement plus sympas. Nous, je pense que c'est là où on peut plus s'amuser aussi. Et après, la boutique en ligne, en vrai, ça peut être méga rentable. Moi, sur les personnes que j'ai interviewées sur ma chaîne, Ouais, il y a une vidéo hyper intéressante que tu as sortie où tu as interviewé plusieurs créatrices qui ont une boutique en ligne. Je vous invite à aller la voir parce que en plus, les personnes qui me suivent généralement sont très adeptes de la vente en ligne. Donc, très intéressante comme vidéo. C'est ça. Et sur les 4 illustratrices que j'ai interviewées qui font de la vente en ligne, donc il y a de la céramique, c'est de la peinture sur céramique. Donc, ça vient aussi, ça touche à l'illustration, mais ça touche aussi à de l'artisanat. Ouais. Et après, il y a de la papeterie, il y a des choses comme ça. Dans les filles que j'ai interviewées, il y en a qui ont des employés. Donc, ça marche Alors, par très contre, bien. la différence, je pense, avec peut-être les personnes qui me suivent moi, c'est que c'est pas forcément des personnes qui vont fabriquer le produit physique. C'est-à-dire qu'elles vont faire l'illustration de base et après, elles vont l'utiliser pour la mettre sur un produit physique. Donc, floquer un mug, floquer un tote bag, de façon d'ailleurs artisanale ou pas, hein, parce que ça peut être je prends mon tote bag et je le floque dessus, ou ça peut être comme du print on demand, j'envoie mon fichier PNG de Lilu et c'est le print on demand qui va floquer lui-même avec des machines sur le tote bag, quoi. Il y a plusieurs façons de faire. Exactement. Mais c'est toujours une boutique en ligne de produits physiques quand même à la fin. Ouais. Et ça, c'est vrai que pour les gens qui me suivent aussi, de toute façon, si on veut vendre des produits faits à la main, le business model le plus rentable, c'est de vendre en direct parce que du coup, la marge entière, elle va te revenir. Donc, d'avoir une boutique en ligne où c'est toi qui maîtrises, ok, qu'est-ce que je fabrique et du coup, je le vends au client final directement. Le business model de la revente en boutique, comme on parlait tout à l'heure, il n'est pas forcément super intéressant. Les marges sont vraiment très faibles. Il faut faire beaucoup de quantité. Mais sauf que dans l'artisanat, en faire beaucoup, c'est quand même lié au temps que tu passes. Voilà. Alors que toi, non. Donc, c'est pas le business model, en tout cas, le plus rentable. Il peut être très intéressant en complément ou quoi, ou si les gens aiment bien ça. Ça permet en fait plus de se faire connaître, tu vois. D'être dans des boutiques. Par exemple, tu es dans des boutiques très connues à Paris, dans des grandes avenues.
Oui, bah du coup, peut-être que tu vas leur vendre tes pièces et ils vont t'acheter à un prix qui est vraiment pas très intéressant parce que eux, ils vont faire x2, x3. Mais par contre, tu es un peu comme une vitrine où les gens qui vont passer et voir dans cette boutique, sachant qu'il y a beaucoup de passages, bah eux, ils vont aller te suivre après sur les réseaux et peut-être que eux vont acheter sur ta boutique en ligne derrière. Donc tu vois, finalement, en fonction de ce que tu fais comme canal de vente, c'est pas forcément toujours l'argent l'objectif, mais dans ce cas-là, ça peut être un objectif de notoriété, de te faire connaître pour après amener les gens à acheter sur ta boutique en ligne à toi, puisque c'est ça le plus rentable malgré tout. Bah, tu vois, si on devait faire la comparaison avec l'illustration, moi, je parlais tout à l'heure de l'édition. Édition éditoriale, c'est pas les meilleurs budgets, mais par contre, en termes de visibilité, c'est beaucoup, beaucoup plus gros, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons d'édition, ils vont directement à la FNAC. Ils vont sur leur libraire, à la FNAC, n'importe, on s'en fiche, dans une librairie pour aller voir un peu ce qui vient de sortir, et ils regardent les noms. Ils regardent qui a fait quoi et après... Même les magazines aussi, non? Je sais, les magazines Flow, Respire, tous ces magazines-là, ils utilisent beaucoup d'illustratrices. Je pense que ça fait une belle publicité en tant qu'illustratrice pour après, tu te fais connaître et on vient te chercher pour ton style, pour le coup. Exactement. Pour moi, c'est une façon de se faire connaître, de se faire voir et plus qu'une façon de gagner beaucoup d'argent. Donc, il faut faire la balance entre les projets qui rapportent de la thune et les projets qui te rapportent de la visibilité et avoir la balance qui nous convient pour qu'on puisse vivre de notre métier pour que ça se pérennise, quoi, tout simplement. Aussi. Ouais, puis je pense qu'il y a une notion de plaisir qui est importante. Je pense que ça, c'est un truc qui doit te parler aussi en ce moment parce que je sais que tu t'es cherché aussi par rapport à ça, de voir ce qui te correspondait le plus. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a ce qui est le plus rentable en termes de business model, donc qu'est-ce qui va générer le plus de marge, voilà. Mais par contre, on parlait de formation par exemple tout à l'heure, c'est un fonctionnement où il faut accepter aussi les règles du jeu. Quand tu fais de l'éducatif, va falloir faire du contenu aussi éducatif derrière, gratuit, comme ce que je fais ici sur la chaîne YouTube. Et moi, ça me passionne, mais du coup... tout le monde qui veut vendre des formations ne serait pas forcément passionné par faire du contenu éducatif. Donc pourtant, c'est les règles du jeu. Donc il faut bien comprendre en fait pour chaque business model, c'est quoi les règles du jeu de ce business model-là. Et est-ce que ça nous correspond nous? Est-ce que ça nous fait vraiment plaisir? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de tenir sur le long terme? Ou peut-être parfois qu'on a envie d'avoir, je veux faire un petit peu de boutique en ligne et puis beaucoup de prestats freelance. Et puis ou alors je vais faire un peu d'atelier, tu vois, comme on disait tout à l'heure, week-end ou en tout cas faire des ateliers plaisir. Voilà, et trouver, soit en faire qu'un business model et se concentrer dessus, soit faire un mix de plusieurs pour trouver ton compte. Ce qui est totalement possible, sans problème. Enfin, moi, je pense que ça fait 7 ans que je fais des allers-retours entre plusieurs différents business models, que j'essaye un truc, puis j'en essaye un autre. Et au final, je suis toujours vivante. Je gagne ma vie, tout va bien. Et il y a des moments où, effectivement, je gagne moins parce que quand tu changes de business model, bah, forcément, il faut te réadapter derrière. Mais ça m'a appris tellement de choses, de pouvoir tester différentes façons de vendre mes créations que je ne regrette pas du tout. Pour le coup, je pense que j'ai pas mal d'expériences en 7 ans qui me permettent aujourd'hui en plus d'avoir une casquette business qui me permet de prendre du recul sur qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas, est-ce que ça fait de la thune, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, est-ce que ça je peux le mettre à 80% dans mon business et celui-là peut-être à 20%, tu vois. Le temps qu'il faut allouer, parce que c'est pareil, faire de la revente en boutique, ça demande pas le même temps. Voilà, un client par exemple qu'on récupère en boutique physique, il faut garder le lien avec lui parce que si tu veux qu'il te recommande encore du stock sur ta prochaine nouvelle collection, chaque saison il faut lui envoyer ton nouveau catalogue, il faut garder le lien, etc. Enfin, chaque canal de vente a vraiment ses particularités, je dirais. Et du coup, une question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'on peut avoir un réseau social et communiquer dessus sur plusieurs façons de vendre dans ton cas? Moi, je pense que oui, sans problème. Dans le sens où, après, c'est très personnel. Moi, les réseaux sociaux, je ne les considère pas comme une boutique e-commerce. Toi, c'est ta personne, c'est ton prénom, ton nom. C'est une ton vitrine nom. pour moi. Donc, déjà, c'est mon nom et mon prénom. Donc, quand vous venez sur mon Insta, c'est pas les illustrations en fait. De Aurore, c'est Aurore Bay. Donc, on vient d'abord voir l'illustratrice pour voir les créations de l'illustratrice. C'est pas une plateforme e-commerce. Effectivement, si je vais, je dis une bêtise, sur l'Instagram de Zalando, je m'attends pas à voir le CEO de Zalando qui m'explique sa vie et qui m'explique en disant « aujourd'hui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis voici les nouvelles collections », tout ça, ce serait bizarre parce que c'est une grosse plateforme e-commerce. Mais en même temps, ça pourrait être très cool. Et je trouve ça tellement mieux sur nous qui sommes juste, entre guillemets, un créateur, une créatrice qui est tout seul dans son business et qui fait tout et qui a un super process créatif à partager, à montrer aux autres, de faire ça. Plutôt que de faire une vitrine juste
où on met nos créations et puis basta, Oui, et je on vois ce que tu veux raconte pas dire. grand-chose. En mode montrer cool qui tu es aussi derrière. Voilà, mais moi, Après, c'est mon point de vue. ouais, toi tu le fais en mode marque. Alors nous, notre équivalent personnelle, ouais, voilà, en artisanat, ce serait ce qu'on appelle une marque éponyme, où en fait, par exemple, ta marque de bijoux, elle porte ton nom et ton prénom. Le truc, c'est que moi, je pense que dans l'artisanat, tu vois, c'est un peu plus compliqué parce que comme tu dois créer une marque quand tu as un e-commerce et que tu vends des produits, bah du coup, soit ta marque c'est ton nom prénom, ça peut être ton cas, Ouais. mais du coup, il faut quand même que tu aies une communication de marque. Donc si demain tu te mets à faire des conseils, des trucs éducatifs, ou tu vois que tu pars complètement différent en train de promouvoir par exemple des ateliers que tu fais dans ton village du coin, bah ouais, mais le truc c'est que les gens qui te suivent pour ton e-commerce, tu vois, ils en ont un peu rien à faire des Bah, tu fais ateliers un que tu fais dans la Instagram mairie e-commerce. du coin. Ouais. Enfin, tu vois, il y a ce côté aussi où sur internet, comme tu es visible par tout le monde, moi je dirais que le critère numéro 1 c'est est-ce que tes clients cibles que tu vises avec ta communication vont être potentiellement les mêmes clients cibles, tu vois, pour les différents business que tu promeus sur ton Oui. compte Instagram. Donc, est-ce que c'est les mêmes personnes qui vont t'acheter tes produits physiques? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui peuvent t'acheter des petites vidéos pour faire un tuto DIY à la maison, si tu vends par exemple une petite formation tuto, j'en sais rien. Mais si tu fais des choses qui n'ont pas les mêmes clients idéaux, oui, c'est bah, compliqué, meilleur quoi. exemple avec l'éducatif. L'éducatif, je le vends à mes collègues, C'est ça. entre guillemets, mes collègues débutants, Ouais. alors que mes illustrations, bah, je le vends à des entreprises, à des marques. C'est pas des gens qui cherchent à faire la même chose que moi, c'est Voilà. des gens qui veulent acheter ce que je fais. Ça n'a Et rien donc, à moi, ça voir. peut encore être finalement, tu vois, dans l'artisanat, ça peut aussi être la même chose. C'est-à-dire que ça peut être finalement ta cible de clients qui sont des collègues, mais beaucoup de collègues achètent des produits faits main de d'autres collègues. Sûr. Donc, en fait, toi, c'est pas si simple. Je pense qu'il faut tester et voir ce que ça donne. Mais il faut que ça reste cohérent après en termes de stratégie de communication. Pour moi, c'est comme tu disais, il y a deux choix. Ou tu fais des réseaux sociaux, où tu prends un positionnement de marque et c'est tes produits, c'est les guest stars, voilà, la star de tes réseaux, c'est tes produits, tes produits, tes produits. Et toi, tu es en retrait, on te voit. Ouais, t'es l'artisane qui fait, mais voilà, c'est pas ton nom qui est sur le nom de la marque. Comme on pourrait voir sur n'importe quelle grosse marque qu'on connaît sur leur Instagram. Là, je parlais de Zalando, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi, on s'en fiche. C'est pas le meilleur exemple, Zalando. mais une marque qu'on connaît bien et qui vend juste ces produits-là, bon, on voit pas les créateurs. Le slip français, par exemple, oui, voilà. qui vend des slips. C'est ça, et on voit que le produit. Donc, c'est plus froid. Pour moi, c'est plus une vitrine e-commerce ou un Instagram de créateur où là, on voit la personne qui fait ses produits. Et bah, moi, j'ai vraiment opté pour ça dès le début parce que ça me permet d'être beaucoup plus versatile. C'est-à-dire que si demain, j'ai envie de changer, bah, les gens, ils me suivent pour moi. Ils ne suivent pas justement que pour mes produits. C'est un peu créatrice de contenu aussi. On en parlait, c'est que tu as ce côté un peu, pas influence, mais où on peut le dire en soi, mais c'est vraiment... Tu es créatrice de contenu. Oui. Toi, c'est ça ta porte d'entrée. Et voilà ce que je peux faire. Et du coup, tu as différentes propositions, en fait, en fonction de qui tu es. Voilà. Quand on pense à mon Instagram, on pense à... Oh, ah oui, Aurore, l'illustratrice. Que si tu as un Instagram de marque... Oui, on pense à la marque. Et donc, on s'attend à voir les produits que vend la marque. Exactement. Bon, c'est deux façons d'aborder le même sujet, de façon complètement différente. Les deux sont intéressantes. Après, c'est juste des préférences. Moi, je préfère suivre des gens que juste, entre guillemets, une marque d'objets finalisés. Après, tu vois, ça m'empêcherait pas de dire, bah voilà, moi, j'ai mon Instagram sous mon nom, Aurore Bay, et si demain, je sors une plateforme c'est un peu gros, juste un site de ma boutique en ligne avec un business d'affiches, bah, je pense que je referai un Instagram. Ah ouais. Pour avoir un peu les deux liés, tu vois. C'est la personne et la marque a créé la personne. Il y en a beaucoup qui font ça dans les créateurs de contenu. Ouais, ça peut. Et effectivement, les deux fonctionnent. C'est deux façons de communiquer complètement différentes. Il faut avoir envie d'alimenter deux comptes. Et du coup, un compte vraiment en mode influence, et un compte en mode marque, quoi. Là où moi, les artisanes, tu vois, je leur dis que c'est pas du tout incompatible de mélanger les deux sur leur compte, dans le sens où, tu vois, tu crées un nom de marque. Et tout, c'est pas leur nom prénom, mais en même temps, tu vois, si je pense à Vagabond de Création dont je pensais tout à l'heure, ou à Encorimbe, une de mes élèves, Florine, que j'ai interviewée sur la chaîne, en fait, quand je pense à Encorimbe, je pense à Florine parce qu'elle se montre, et sa marque s'appelle Encorimbe, mais quand je pense à Encorimbe, je sais que je la vois tout le temps, tu vois, sur le contenu. Donc finalement, je pense à la personne qui est derrière, mais elle a un contenu de marque. Je sais que Encorimbe, c'est de la papeterie, et si je vais sur ce compte, je vais voir de la papeterie et je vais acheter de la papeterie. Donc je l'identifie aussi assez facilement sur son expertise. C'est sûr que si elle mélangeait plein de choses différentes, on aurait peut-être du mal, et dans ces cas-là, il faudrait peut-être plus mettre son nom, prénom, pour que ce soit attaché vraiment à la personne physique, quoi. C'est ça. Mais ouais, c'est différentes stratégies. C'est des stratégies différentes et en même temps qui dépendent aussi de ce qu'on veut faire. Moi, je sais que
Mon but, c'est aussi d'être créatrice de contenu, d'avoir des collaborations avec des marques, qu'on puisse me dire, OK, Aurore, voilà, là, récemment, j'ai eu une collaboration avec une marque de carnet. Donc, ils m'ont dit, voilà, j'aimerais bien que tu fasses un reel où on te voit et on te voit dessiner dans le carnet. Ok. Donc, le but, c'est de le mettre en avant, mais ça, c'est aussi finalement mes illustrations à l'intérieur. Qui fait partie de ton business model. C'est ça. Donc, là, je ne vends pas une illustration, je vends l'image de Aurore Bay qui est en train d'illustrer. Et je trouve ça trop cool aussi. En tant qu'influenceuse. Ça, c'est en tant qu'influenceuse, totalement. C'est de l'influence et je trouve ça trop chouette de pouvoir présenter mes illustrations sous un autre angle. Et je trouve que les deux vont bien ensemble parce qu'on va me voir dessiner sur des carnets dans une vidéo, va faire que dans la suivante, je vais présenter l'illustration finale et je vais pouvoir la vendre. Donc, en vrai, ça peut fonctionner, ça s'alimente dans les deux côtés. Moi, j'adore la vidéo et la photo, donc ça m'amuse beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Il y a YouTube aussi. Et donc ça, on va peut-être d'ailleurs conclure là-dessus, mais c'est vrai que YouTube, ça fait partie aussi des choses que tu mets en place et qui peut être aussi un canal rémunérateur avec la publicité et ce qui se met en place sur l'outil. Donc, ou les partenariats et influence que tu peux faire aussi avec des marques. Donc ça, c'est aussi des choses qui existent dans l'art, finalement. C'est que si on fait du contenu autour de son art, il y a aussi plein de façons de récupérer finalement un revenu divers et variés, quoi. En se mettant sur les réseaux sociaux, c'est toujours un truc qui est intéressant de pouvoir avoir des revenus à droite à gauche de collaboration avec des marques qui sont sur notre domaine principal, donc des marques dans l'art qui font des collabs, il y en a quand même plusieurs. Je dis pas qu'il y en a des tonnes, mais il y en a quand même plusieurs. Il y a pas mal de trucs. J'ai déjà fait des collabs avec des feutres, des crayons, des carnets, des magasins de loisirs créatifs, des outils, des tablettes, des trucs. J'en ai fait quand même pas mal, quoi. Et à chaque fois, c'est un budget. Pour moi, je considère ça comme du freelance parce qu'on m'appelle, on me dit Aurore, on veut une vidéo. C'est une prestation. C'est une prestation. On veut une vidéo avec une intégration à l'intérieur de notre produit. Voici notre budget et puis on voit ce qu'on peut faire en fonction du budget et puis c'est parti. Il y a des droits aussi, droits de diffusion et du coup tu fais payer ça par rapport aux droits. Après, si la marque elle veut prendre ta vidéo et la mettre sur leur site web, c'est encore un prix en plus et c'est un canal de rémunération en tant qu'artiste, quoi. Que moi je trouve chouette et du coup que j'investis pas mal. Bon, c'est trop. Oui, en tout cas, merci beaucoup de tout ton partage. On a pu voir une palette assez large de tout ce qu'on peut faire quand on est, comme toi, artiste, illustratrice et qu'on a envie de générer des revenus finalement de sa passion créative. Il y a plein de choses qui sont, je pense, similaires à l'artisanat et d'autres qui sont différents évidemment parce que nous, on a ce côté produit physique qui a un peu moins dans l'illustration, quoique, parce qu'on peut aussi vendre des produits physiques. En tout cas, si les gens ils veulent te retrouver, tu as une chaîne YouTube. Au nom de Aurore Bay. C'est ça. De toute façon, c'est le même pseudo partout. C'est facile. Sur Insta, sur mon site et sur YouTube. Aurore Bay, B-A-Y. Et d'ailleurs, on a fait une autre vidéo ensemble qu'on mettra en lien où on partage justement notre différentes questions, interrogations autour du métier d'artiste vs du métier d'artisan. Donc, on a dit aussi plein d'autres choses très complémentaires. En tout cas, on a beaucoup parlé aujourd'hui. C'était trop bien, mais on a partagé vraiment plein de choses. C'était très intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a intéressé, que vous avez pu savoir un petit peu ce qui se cache derrière ces métiers de l'art ou de l'artisanat, que ça vous donne peut-être des idées de choses à aller creuser. Peut-être qu'il y a des business models qui vous ont plus parlé, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à tester. Je pense qu'on pourra terminer là-dessus, de dire testez, voyez ce qui vous plaît. Sur la vente de produits physiques, moi la vente en ligne, vous êtes au bon endroit pour avoir toutes les infos. Et puis toi, tu partages beaucoup ton métier, les coulisses de l'illustration freelance. Donc si vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière ce métier-là, il faut aller te suivre sur ta chaîne et sur tes réseaux. Exactement. Merci beaucoup Marion. Avec grand plaisir. Merci Aurore. À bientôt.